Bonjour Jérôme. Salut. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut te donner envie de devenir comédien? Les applaudissements, la scène, la qualité de l'instant. Quand on joue, enfin, la première chose que j'ai joué, c'était Don Juan en 5e avec l'abbé Crépin dans mon collège Notre-Dame-des-Dunes à Dunkerque. Et c'est la première fois que j'ai éprouvé la qualité du silence. Lorsque tu dis rien en scène et que tu as bien accroché ton public, il y a un silence d'une qualité extraordinaire qui t'envahit et qui fait que l'instant devient magique. Alors bon, il ne faut pas qu'il s'éternise le silence parce que tu entends rapidement les gens tousser, mais voilà, c'est la première fois que j'ai éprouvé une densité dans l'instant et dans le moment. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ça. Alors okay. Après, finir dans le doublage, exercer dans le doublage. Quand et comment le doublage est arrivé dans ta carrière? D'accord, quand et comment? Eh ben, je jouais au théâtre à Paris et j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un copain un directeur artistique qui m'a gentiment proposé de venir en faire. Alors, lorsque tu es comédien au théâtre et que tu arrives dans le milieu du doublage, tu es sûr de ne pas avoir tous les éléments qui ont fait que tu t'engageais dans cette carrière, à savoir ni lumière, ni applaudissements, ni compliments, puisque le plus beau que tu auras, c'est « Oh là là, t'étais génial, je t'ai pas reconnu ». Donc voilà, et pour autant, c'est un exercice absolument délicieux, tellement varié, où on t'offre de jouer des choses que jamais personne t'aurait données. Des contre-emplois, il n'y a guère que dans le doublage qu'on te donne aussi facilement des contre-emplois dans lesquels on s'amuse profondément et qui font que tu augmentes ta palette de jeu, ta palette de compréhension de ce métier et voilà, et donc c'est un régal de tous les jours, parce que jouer tous les jours quelque chose de différent, c'est un bonheur, avec un milieu, c'est-à-dire des gens, des collègues, des comédiens avec lesquels tu bosses, qui sont eux aussi dans cette acceptation qu'on n'est pas applaudi, qu'on est dans le noir, mais pour autant qu'on fait notre métier déjà pour se marrer, mais aussi pour rendre d'une certaine manière service à des gens que ça casserait les pieds de lire trop de sous-titres. Bon bah là, quand c'est doublé et quand c'est bien fait, eh ben, ils n'ont pas besoin de lire les sous-titres et voilà, c'est une œuvre utile, en plus d'être un pur plaisir. Pur plaisir. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un plaisir. Bah, depuis tes premiers pas dans le doublage, tu as doublé un grand nombre d'acteurs. On va pas pouvoir tout passer en revue. Mais moi j'ai fait une petite sélection parmi eux. Tu doubles par exemple Jon Bernthal régulièrement depuis la série Walking Dead, dans le rôle de Shane. Yep. Quoi, tu me fais la gueule? Tu peux me faire la gueule autant que tu veux, ça changera rien. Je te laisserai pas courir de risque, t'entends? Il en est pas question. Maintenant, si t'as envie de m'en coller une, si tu crois que ça peut te soulager, je vais te dire, fais-toi plaisir, tu peux y aller, je suis là. Comment est-ce que tu t'es retrouvé sur le doublage de cette série? Ah bah ce sont des essais. C'est le directeur artistique qui s'appelle Benoît Dupac, qui est en plus d'être un comédien extrêmement doué, qui dirigeait cette série. C'était une série qui était assez attendue, la bande dessinée avait eu beaucoup de succès. Il avait reçu des SMS et des messages dans tous les sens. Oh, j'aimerais bien faire ceci, je me verrais bien sur les essais de ceci, je me verrais bien sur les essais de cela. Et en fait, il a suivi sa ligne de conduite, son premier sentiment en voyant Jon Bernthal. Il a fait, oh, celui-là, je vais mettre GG dessus. Bon, j'étais pas tout seul, hein. Il en avait mis 2 autres. Et bah, coup de chance, j'ai été pris sur les essais. Je le remercierai jamais assez, Benoît, parce que vraiment, je me régale sur ce mec-là. On me l'aurait pas donné, tu vois. C'est un petit brin costaud, italien, vraiment un gars du Bronx, extrêmement. Il est dans le combat et dans la boxe. Moi, je suis gaulé comme un sandwich SNCF, donc vraiment. Et pourtant, je me marre sur ce mec-là. Je l'aime bien. Et puis il tourne bien, puisqu'il fait très rigolo. Et voilà, c'est des essais. C'est un client quelque part chez Orange qui a choisi sur les indications de Benoît Dupac. Tu crois que je suis le genre de personne qu'il tuerait? C'est ce que je crois, oui. Peut-être qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Admettons que je sois le genre de mec à descendre son meilleur pote. Qu'est-ce que tu crois que je ferais à un type dont j'ai absolument rien à carrer s'il commence à m'accuser, à me montrer du doigt, hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Tu l'as justement par la suite retrouvé à de nombreuses reprises, dont la série Daredevil puis The Punisher. The Punisher. Est-ce que tu es à l'aise avec le doublage de ces acteurs justement? Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, oui. Tu fais une saison de 24 épisodes avec, en doublant le même mec. Si t'es pas à l'aise avec lui, faut t'interroger. Hein. Faut vraiment te poser des questions parce que tu vois que ces scènes pendant, on va dire, pendant les 24 épisodes, tu vois que ces scènes, tu les fais, tu les refais, donc son phrasé, sa mécanique, ses intentions, tu finis par lire son œil, tu finis par... Si tu es un peu sérieux et dévoué à ce que tu fais, je ne vais pas dire que tu anticipes, mais tu le devines. Enfin, tu commences rapidement à faire corps. Donc, passer la première saison, toutes les autres saisons, c'est du bénéfice. On va mettre 3 à 4 fois moins de temps sur le même perso de la même série pendant la deuxième saison que par rapport à la première. Ouais. Parce que c'est fluide, parce que tu te sens à l'aise et que tu t'autorises des choses et que tu sais jusqu'où ne pas aller trop loin. Donc ouais, avec ce mec-là, ça va pas mal. Et dans le Punisher, même dans le Punisher où il parle pas beaucoup, il est très dans la souffrance, il a de la peine parce qu'il a perdu sa femme, tout ça. C'est compliqué. Et ben même là, ça continue d'être un plaisir de faire ce gars-là. Ah, ça fait mal. Un peu. Ouais. Je sais, je connais. C'est juste des stimuli auxquels tu réagis. Hein. Tu t'y habitueras. La douleur, tu t'y habitueras à la douleur, Liberman. Tu pourras t'y adapter, tu peux t'adapter à n'importe quoi. Puisque ça va devenir une routine entre nous. Ok. Tu as également la voix française de Georges Garcia, que tu as doublé dans la série Lost les Disparus, dans le rôle de Hurley, personnage emblématique. Et quel souvenir t'as gardé du doublage de cette série et de ce personnage? Alors, que des bons souvenirs. Hein. Hurley est un personnage extrêmement attachant, très cool, très décontracté, paisible. Visiblement, il doit se nourrir et fumer de la salade. Mais et étrangement, moi dont c'est pas exactement la nature d'être calme et décontracté, je l'ai fait un petit peu rentre dedans comme ça, avec la bénédiction du directeur artistique. De toute façon, on ne fait rien sans sa bénédiction. Lequel m'avait dit je vais plutôt te mettre sur le gros parce que tu vas te fendre la gueule. J'ai compris que c'était ça que ça signifiait, se fendre la gueule, c'est-à-dire s'autoriser un petit peu tout et n'importe quoi, sauf que ça cadrait avec le mec. Il était complètement libre dans sa tête, il se fait des montagnes avec pas grand-chose, il a le sens de la métaphore, de l'expression, de la petite punchline comme ça, qui moi, ça me plaît énormément. Le fumeur de clope est un vrai con. Et ouais, il y a des pauvres types qui ont des problèmes. Les pauvres types qui ont des problèmes, c'est nous. On l'a, lui. Hurley. Laisse tomber. Saïd. Et donc c'est que des bons souvenirs. Le moins bon souvenir, en fait, avec Jorge Garcia, ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard quand on va faire Hawaii 5.0. Hawaii 5.0, j'ai la chance de faire Scott Caan, un héros, un des deux héros, avec Alexis Victor qui fait l'autre. Et on a vu arriver comme permanent Jorge Garcia. J'allais pas faire les deux. Bah oui. Et là, j'ai pas dû. J'ai vu mon Jorge avoir la voix d'un autre type pendant 5 à 6 saisons. Un autre type merveilleux qui s'appelle Jérôme Wiggins, qui est un garçon extraordinaire. Et cet acteur lui va aussi à la perfection. Mais n'empêche que, et là maintenant je peux vous le dire, j'ai assouvi cette espèce de frustration que j'ai eue de voir mon Jorge avec la voix d'un autre dans un épisode d'Hawaii 5.0 où je lui ai dit, alors que ça n'était pas écrit, t'as vraiment une drôle de voix toi. C'est vrai? Oui. Génial. Et pourquoi ça? Tu rigoles là? Ah non, pas du tout. Jerry, tu vas nous dire ce que cet endroit a d'exceptionnel, oui ou non? Je vais pas vous spoiler. Vous me remercierez plus tard. Les gars, par ici. Je suis déjà impressionné par la façade. Autre personnage emblématique que tu doubles depuis 2019 dans la série The Boys, le rôle du protecteur, interprété par Anthony Starr. C'est le rôle politiquement pas correct de la série, l'occasion de dire tout ce que les autres pensent tout bas en fait. Ouais. Quelle folie! Oh, ça va les filles? Eh mec, ça va, ça va! Waouh, quelle ambiance! Dieu vous bénisse tous! Dieu vous bénisse tous! Dieu vous accompagne! Prenez soin de vous! Gardez la foi! Appelez Madeleine. Faut que je lui parle de ces
putain d'éléments de langage. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, autant, ouais. Là, c'est vraiment, enfin, c'est la quintessence de la méchanceté abjecte, quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus bas et de plus vil dans l'être humain, avec un personnage qu'on a juste rien à branler de rien du tout, qui se fout éperdument et de ce qu'on peut penser de lui, et qui est juste une espèce d'immense nombril, qui avance, qui survole le monde, qui est un petit peu obsédé, un petit peu impuissant aussi. Et quand tu as des personnages comme ça, ce que j'aime faire, la manière que j'aime bien les prendre, quand ils sont tellement truculents, tellement excessifs, en fait tu les fais pratiquement à mi-voix. Et au moins tu mets d'expression comme ça, au moins tu mets d'accent, au plus t'es droit, en fait, au plus la barbarie intellectuelle du mec t'apparaît comme « Ah, c'était ah !» Et donc en fait, la froideur rend le truc encore plus méchant. Et à jouer, c'est un délice, hein. À jouer, c'est absolument délicieux, vraiment. C'est délicieux d'être méchant. Juste quand c'est rouge. Ouais. Oh. Oh. Ils crèvent tous la dalle, par contre ils ont tous des téléphones. Puis c'est un très très bon comédien. Ouais. Aussi, vous avez fait dans une autre série avant qui s'appelait Banshee. Ouais. Oui, là il s'investissait beaucoup, il jouait le rôle d'un shérif amoureux qui était pris entre deux, voilà, dans une histoire qu'il n'avait pas trop bien maîtrisée, où il y avait vraiment de la sensibilité et du cœur et quelque chose de beaucoup plus humain. Donc voilà. Non, vous vous trompez de sens. Va falloir que je garde le camion. Vous avez démoli ma caisse, j'ai pas le choix. Une fois sur la grande route, vous ferez du stop pour aller jusqu'à l'hôpital. Venez récupérer le camion demain au poste. Alors là, dans un rôle complètement différent, on a pu t'entendre dans la série This Is Us, dans laquelle tu doublais le personnage de William, un personnage à la recherche de la rédemption et du pardon. Est-ce que ce genre de rôle, c'est aussi facile à jouer pour toi que le lâcher prise avec le protecteur, par exemple? Alors, jouer, c'est jouer. Jouer, c'est jouer, et c'est notre métier, et c'est notre passion, et jouer, c'est être. Et on va pas dire qu'il y en a qui sont plus difficiles à jouer que d'autres, parce qu'on a tout l'éventail. En revanche, il y en a qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Il y a des acteurs qui vont, dans leur façon de jouer, mettre 2 ou 3 couches, rendre quelque chose d'un peu plus subtil, qui est pas facile toujours à intégrer, à comprendre et surtout à restituer. Je ne vais pas très bien, comme vous pouvez le constater. Le bébé pouvait pas grandir là. Il est né pour être aimé. Sa mère... Jamais je pourrais oublier quand je l'ai rencontré dans ce bus. Ma vie assez banale s'est métamorphosée ce jour-là. C'est pas tout à fait le cas de William. Moi, je suis sollicité pour faire William parce qu'il y a tout un tas de flashbacks dans This Is Us. Et la directrice artistique qui m'a sélectionné pour faire ça considérait que je pouvais, de manière relativement crédible, faire un vieux asthmatique avec un dentier qui siffle un petit peu. Et quelques temps après, un petit jeune un toxicomane de manière un peu crédible. C'est pas difficile à jouer, en revanche, il faut vraiment s'abandonner. Et une des scènes absolument merveilleuses que je garderai en souvenir du doublage de This Is Us, c'est précisément la fin de William, quand il est sur son lit de mort, où là, la rédemption dont tu parlais, elle est pratiquement faite. Ce sont les derniers mots qu'il va glisser à son fils. Leurs rapports sont à la fois complexes et d'une grande tendresse et d'une intensité dingue. Et les larmes coulent, inévitablement, les larmes coulent. Je pleure. Je me rends compte, juste à côté, que celui qui fait mon fils, notre Elias Engel, merveilleux, pleure également. Et pour des raisons qui nous sont personnelles, ça a entré en résonance avec des choses qu'on vivait. Et je me retourne, et Magali, la directeur artistique, pleurait, et Alex, l'ingé son aussi, pleurait. Nous, à l'écran, ça pleurait. Sur le plateau, tout le monde pleurait avec une... Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Avec une pudeur exquise.
et en même une espèce, enfin un sentiment d'unité absolue qui existe lorsqu'on sait qu'on a donné tout ce qu'on pouvait donner à ce moment-là, sans déborder du coloriage. Sans déborder du coloriage. Ça reste un moment. Bon, on se prend toujours dans les bras avec Elias chaque fois qu'on se voit, il m'appelle papa pour me faire rigoler. Ça reste un grand souvenir de tendresse, d'émotion et de jeu. Et de comédie. Tout ça dans le noir, hein, mon pote. Hein. Et à 10h30, t'imagines, l'autre il avait encore un bout de café là, un peu de croissant au coin de la bouche. Faut remettre ça aussi dans les conditions. On accepte d'être porté par l'image, peu importe l'heure, peu importe la situation, peu importe l'état du studio. Et quand ça le fait, oh là 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 là. Mais c'est bon, mais c'est bon, mais c'est bon. Et pour le coup, je peux t'assurer que derrière l'écran, on pleure aussi. On pourrait trouver ça triste, mais pas moi. Parce que les deux plus belles choses de ma vie ont été la personne qui était là au début et la personne qui est là à la fin. Au cinéma, on te retrouve également sur pas mal d'acteurs. C'est le cas par exemple de Sean William Scott que tu as doublé pour la première fois dans American Pie, dans le rôle de Stifler. Est-ce que tu te souviens de tes toutes premières scènes de doublage sur ce film? Ah ouais. La toute première scène, j'avais passé des essais, là encore, hein, on passe toujours des essais pour ce premier American Pie. On n'avait pas très bien compris que c'était un film avec des enjeux. C'était le tout début des teen movies. Ouais. Il y a eu une vogue comme ça, il y a 20 ans, des teen movies, des films avec des crétins adolescents ou post-adolescents voilà, qui faisaient leur crétinerie. Et puis j'avais passé bien sûr encore des essais sur le beau type. Hein, les beaux, moi je les ai pas, hein, moi j'ai les crétins. Mais je ne le savais pas encore à cette époque-là. Et toi, tu gobes toutes ces conneries? Si elle te dit qu'elle s'est tapé un seul lascar, c'est qu'elle s'en est fait au moins 3. Quoi? Quand une nana t'annonce combien de mecs elle a eu dans son pieu, tu multiplies par 3 et t'as le bon numéro et bouffon. On vous a rien appris à la fac. Bande de nazes. Et les essais sont envoyés à la prod et puis la prod renvoie son avis et je suis convoqué. On me dit, t'es pris sur les essais. Une fête, une espèce de nouba intérieur en me disant, putain, ouais, ça marche. Je rentre dans le studio, nous regardons la scène, on m'en dit pas plus, et je me mets à côté de mon collègue pour faire la scène. Et lorsqu'il s'appelait Ostreicher, lorsque Ostreicher arrive, celui sur lequel j'avais passé les essais, ben je lis la ligne. À ceci près que mon voisin de gauche lit la ligne également. Je dis, mais t'es con, qu'est-ce que tu fais là? Mais l'autre il me dit, c'est toi, t'es con, c'est moi. Mais non, c'est pas moi. Moi toi, tu dois faire l'autre parce que moi j'ai passé des essais sur celui-là. Et à ce moment-là, le directeur artistique fait, non, en fait j'ai changé. Je t'ai mis sur le crétin là. Ah bon? Je fais pas le beau alors. Et non, bah non, c'est Francis qui va faire le beau. Toi, d'accord, alors je fais le crétin. Ces premiers mots, ça doit être une insulte ou un truc comme ça. Je suis pas hyper à l'aise, donc je crois que je me mets à crier un petit peu avec une voix de tête, genre un truc comme ça. Mais voilà, c'est un moment d'incompréhension. Je fais ok. Et ce sera le début d'une immense carrière chez les crétins, les types en surcharge pondérale, les débiles, les gars qui ont des malformations, qui n'ont pas de cheveux, qui n'ont pas de yeux, qui n'ont pas de bazar, tout ça. Tous les beaux, c'est pour les autres. Hein, les bellâtres, c'est un autre rayon. Moi, je suis au rayon des différents. Tu veux que je te dise? Va chier. Qui a ingurgité de la chiasse, ok? Qui s'est trémoussé le de ballerine pendant toute une semaine? Oh, le mariage, c'est sans sas. Et vas-y que je te fais de la lèche. Je suis charmante et charmant. On est tous de charmants niqueurs en puissance. Et ben, je vais te dire une chose. Moi, je vais pas me priver. Je vais me faire Candice en 3D Finchfucker. Ça va être de la bombe, je te dis pas. T'aimes ça, hein? Alors là, je sais pas s'il est différent, mais tu doubles Jeremy Renner. Ouais, voilà. Notamment mon dans les films Marvel. Mon bellâtre. Dans le rôle de Clint Barton, l'œil de faucon. Est-ce que les doublages sur ce type de film sont différents des autres doublages? Ouais, très différents. Ils sont très différents parce que t'as jamais l'image. Ah oui. Ouais. T'as toujours des images de comment ça s'appelle, de maquettes. Ah oui. Ouais. Donc les gars, tu vois le mec qui mange son sandwich dans le fond. Hein. Ah oui, hein. C'est dans des studios, il y a les fils, le gars il est avec ses vêtements mais c'est mal éclairé, c'est tout sur des fonds verts, ou alors ils sont pas toujours verts, des fois ils sont d'une autre couleur.
les scènes sont dans le désordre, tu comprends rien. D'accord. Rien à ce qui se passe. Le directeur artistique qui gère le doublage, qui logiquement doit avoir une vision d'ensemble du film, bien souvent est complètement largué. Donc on va faire d'abord un premier jet du film avec, bon c'est impossible d'y croire, toi, il n'est pas au sommet d'une montagne ou il n'est pas en train de sauter d'un avion, il est là sur un pouf avec, tu vois, avec les mecs du catering derrière et puis la coiffeuse qui est encore de l'autre côté. Personne n'est entré ou sorti. Et Selvig est hors de cause. Pas d'appel, pas de texto. S'il y a eu sabotage, ça ne vient pas de notre côté. Pas de notre côté. Oui, ce cube est un passage vers l'autre bout de l'espace. Les portes s'ouvrent des deux côtés. Tu vas le faire en une fois et après tu vas beaucoup revenir pour refaire des toutes petites phrases, des microscopiques changements, des inflexions qui n'auraient pas été bien dites à ce moment-là et tout ça. Et en fait, plus ça va, déjà tu comprenais rien, plus tu viens faire des changements, en fait, moins tu comprends. D'accord. Mais alors, il faut vraiment aller au cinéma pour le voir parce que tu comprends rien. Enfin, à nos faibles niveaux, ne voyant que nos scènes à nous, tu comprends rien. Sauf peut-être au tout début du 2 ou du 3, quand ils sont tous justement dans Avengers là, chez Clint Barton et qu'il apprend à tirer un arc à sa fille, si je ne m'abuse, ou à son fils, où là, la scène est voilà, on comprend qu'ils sont tous voilà, accueillis chez lui et là j'ai compris qu'il avait recueilli tous les Avengers. Mais sorti de là, c'est la seule chose que j'ai compris avant d'avoir vu les films. Ultron a deux alliés, des gosses, des voyous en fait. Mais ils ont un gros bâton magique. Et Natasha a été touchée. Il faut que quelqu'un leur apprenne les bonnes manières. Et ce sera toi, comme toujours. T'es aussi la voix française de Woody Harrelson, Yes. doublé entre autres dans les films Hunger Games ou encore dans Insaisissable. Est-ce que le doublage de cet acteur est facile pour toi, de par son jeu et son humour qu'on trouve dans beaucoup de ses rôles? Bah ouais, à la longue ça finit par venir, ouais. C'est sûr que c'est un mec particulier, avec un jeu particulier, qui a une vie particulière, qui est extrêmement atypique, qui choisit des rôles vraiment il s'emploie quoi, des rôles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ouais, depuis 25 ans, ça commence à venir. On va pas dire que c'est facile, en revanche, on va dire que le temps fait que tu as confiance pour tenter des choses avec ce mec-là. Que tu n'es pas paralysé par la pression du film ou par la pression qu'on pourrait te mettre à côté. Quand je le retrouve, c'est comme si tu retrouvais un vieux complice dont tu connais les mouvements de bouche, la façon de faire, les mimiques, ça. Et voilà, t'es en terrain familier. Voilà. Ouais, il a gagné ses jeux à 14 ans, ça a été le plus jeune, il est extrêmement modeste. Vous plaisantez. Oui, je plaisante, c'est un petit coq, une vraie diva. Mais c'est le chouchou du Capitole, il l'adore. Il est charmeur, malin et très doué au combat, en particulier dans l'eau. Ok. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui t'a marqué plus qu'une autre? La prochaine. Très bonne réponse. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme d'avoir accepté cette interview. Je suis absolument ravi d'avoir pu te rencontrer et de revenir avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Maintenant, que nous dirait le protecteur pour terminer cette interview? Allez tous vous faire enculer. Génial. Non, on va essayer de trouver le... Il dirait ça en tout cas. C'est pas une insulte, c'est un conseil. Super.